rapport à la France où je suis née, hein, l'accès à l'entrepreneuriat pour moi ici est beaucoup plus simple qu'à l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, à l'Occident, même pour être auto-entrepreneur, vous avez soit les impôts, soit le fixe qui sont derrière et personne ne peut se lever et entreprendre. Alors que ici, on a cette chance. Aujourd'hui, une femme qui ne travaille pas, avec très peu de moyens, peut faire une table et se mettre en bas de chez elle. Ou bien une femme qui a des prédispositions à la cuisine, elle sait bien faire un plat, peut faire un plat et le vendre à 2 pâtés de maison sans qu'il y ait de contraintes ou de soucis. Effectivement, bien sûr, il y a des normes. Mais même si elle ne respecte pas forcément les normes, elle a cette possibilité de pouvoir accéder à l'entrepreneuriat. Après, effectivement, pour entreprendre, il faut beaucoup de paramètres. Ça, c'est évident. Mais je veux dire qu'il y a la dernière fois, je faisais un post dans un groupe et je leur demandais quelles sont les idées business qu'on peut faire à partir de 500 francs CFA. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de business qui sont sortis à partir de 500 francs. C'est-à-dire que même moi, lorsque je posais la question, je pensais qu'il n'y allait pas avoir de commentaires. Il y en avait pléthore. Donc, pour vous dire que c'est possible. Il faut juste le vouloir, avoir la niaque, ne pas avoir un état d'esprit de pessimiste, savoir qu'il va y avoir forcément des difficultés, et puis savoir frapper aux bonnes portes. Au vu des compétences que j'ai acquises dans mes différents métiers, je me suis dit qu'aujourd'hui, ces femmes n'ont pas la possibilité et la capacité de payer des agences pour les aider à mettre en place un projet. Et moi, je me suis dit, je pense que je pourrais aider ces femmes à mettre en place leur projet. Même ne serait-ce qu'à connaître il y a des b.a.-ba. Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez une mission? Qu'est-ce qu'un plan marketing? Faites-vous un business plan? Voilà, toutes ces préalables qui garantissent plus ou moins ou sécurisent un peu une activité. La plupart du temps, les difficultés se retrouvent autour de leur cocon familial. D'ailleurs, lors d'un de mes coachings que j'appelle diagnostic projet, les premières questions portent sur l'entrepreneur lui-même. Je vous donne un exemple. Imaginons que j'ai pour coacher une femme qui subit des violences conjugales. Si je ne décèle pas qu'elle a des soucis dans son couple, je peux parler de tous les projets, elle peut avoir tous les financements, mais le projet n'ira nulle part. Parce que chaque 2 ou 3 jours ou une fois par mois, elle subit les violences de son époux. Donc psychologiquement, elle est instable, cette femme. Psychologiquement, elle n'a pas toutes les énergies réunies pour pouvoir mener un projet. Donc c'est une perte de temps et pour elle et pour moi. Donc les premières questions me permettent déjà de savoir est-ce que l'environnement autour de cet entrepreneur, femme ou homme, même c'est souvent femme, est-ce qu'ils sont réunis pour qu'elle puisse mener à bien son projet. Donc je pose une question, par exemple, si vous deviez noter l'ambiance de votre couple, quelle note donneriez-vous? Et certaines, je vois, commencent à hésiter. Donc dès qu'elles commencent à hésiter, je sais qu'il y a un souci. Je ne veux peut-être pas en parler. Mais ça ressort après. Que une femme, elle n'entreprend pas toute seule en quelque sorte. Elle entreprend sous la houlette de son époux parce qu'elle demande conseil. On est une équipe dans un couple. Donc aujourd'hui, ces femmes ont besoin du soutien de leur époux, ne serait-ce que même si c'est des conseils, elles ont besoin de ça. Donc c'est toutes ces choses-là dont on parle, et certaines disent carrément que c'est 3 ou 4. Une fois, j'ai fait un coaching et ça s'est transformé en séance de psy. Mais c'est nécessaire. Donc moi, à ce moment-là, je l'écoute parce que je ne veux pas arrêter les coacher. Et je lui dis, il faut d'abord que tu règles ton problème de couple. Et ensuite, on commencera le coaching. Et derrière, malgré tout, parce que je sais que ce sont des femmes qui sont en détresse, parce que toute femme qui est dans un couple voudrait que ça se passe bien. Donc je les appelle. Après, je me mets comme dans une position amicale. Je les appelle, on discute, je leur demande comment ça va, est-ce que tu as changé, est-ce que tu as fait ça. Voilà, je les pousse à mener des actions et ne pas rester attentistes par rapport à la situation de leur couple aussi. D'accord. Concernant le financement, j'ai une politique
où je dis que je fais la promotion de l'autofinancement. Parce qu'aujourd'hui, généralement, les gens sont des mauvais payeurs. Ils prennent des financements et ne remboursent pas. Une fois qu'ils ont les fonds, ils les allouent même pas au projet auquel c'était destiné. Donc moi, comme je sais qu'ils sont mauvais payeurs et qu'aujourd'hui on a un système de recouvrement ici qui est quand même, pas dire archaïque, mais assez costaud, on voit les huissiers qui arrivent, qui viennent dans la rue, voilà, c'est assez humiliant. Moi, je veux éviter ce genre de situation à mes entrepreneurs. Et c'est pourquoi je leur dis, vous voyez votre projet, découpez-le en sous-projets qui vous permettra d'acquérir le capital qui vous permettra de financer le gros projet. Comme ça, vous ne devez rien à personne. Vous dormez tranquillement. Votre famille ne subit pas la honte. Vous ne te donnez alors. Moi, je les pousse. Bien sûr, on trouvera toujours des postes. On dit, voilà, j'ai besoin de financement ou j'ai 1 million, donnez-moi une idée de projet, voilà. Pareil. Elles pensent que dès qu'elles ont les fonds, ça y est, la prochaine étape, c'est entreprendre. Non. Certaines n'ont même pas conscience de leur potentiel. Elles savent pas ce qu'elles ont en elles. Et pour ça, c'est pourquoi une fois j'avais fait un post que j'avais appelé 3S, c'est les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Parce que des fois, on a des passions et on est tellement bonne dans sa passion que ça peut créer une activité de business. Et ça, et des fois, elles s'en rendent pas compte. Donc, c'est une manière aussi, moi, de les valoriser et de les mettre face à ce qu'elles sont et essayer de tourner ce qu'elles aiment et ce qu'elles sont en activité de business. Parce que quand on investit ou qu'on entreprend dans une activité qu'on aime, on peut faire face aux obstacles. Alors que si, par exemple, c'est une activité qu'on fait juste pour l'argent, une situation comme le Covid arrive, on baisse les bras et on fuit. Bien sûr que le Covid a eu un impact très fort sur l'activité de nos entrepreneurs. Si on prend par exemple les entrepreneurs qui œuvrent dans tout ce qui est traiteur et événementiel, au Sénégal, on sait qu'il y a quasiment toutes les semaines, si c'est pas dire tous les week-ends, des événements, que ce soit des mariages, des décès ou des naissances. Il y a même d'autres activités business qui sont sorties, enterrement de vie de jeunes filles, voilà, plein de choses qui sont faites, qui font partie de notre culture. Aujourd'hui, lorsque les rassemblements ont été interdits, il est évident que cette personne qui est traiteur n'a plus d'activité. Si elle en vivait, ça a une répercussion sur ses enfants, sur sa famille. Les enfants qui n'ont pas été à l'école, si c'est une maman entrepreneur et qui prenait son temps pour travailler pendant la journée, avec des enfants à la maison, c'est compliqué. Vous voyez? Donc, forcément, ça a eu un impact. Mais certains ont eu de la répartie parce que lorsqu'une situation de force majeure se présente, souvent l'entrepreneur, s'il n'a pas une autre activité à côté, développe un instinct de survie. Parce qu'il a absolument besoin de trouver une autre activité génératrice de fonds pour qu'il puisse survivre. Donc certaines ont développé d'autres activités, ont développé d'autres compétences. Toutes celles qui étaient par exemple dans la partie alimentaire, au début c'était compliqué parce qu'elles étaient frileuses, mais après elles ont repris. Quand le ramadan est arrivé, ah oui, c'est les commandes affluées. On le voyait. Parce que les gens ne pouvaient plus sortir et vivre, mais avaient envie de bien manger. Donc, tout le monde s'est mis à commander. Elles ont fait, vraiment, je voyais les statuts, des choses comme ça, les femmes, certaines. Bon, après, certaines, comme je dis, tout dépend de l'état d'esprit. Si on a un état d'esprit de gagnant, effectivement, on va pouvoir trouver les solutions. Après, je sais que l'État a fait des aides au niveau de la DEPME, la DER a fait des subventions après, mais pour ça, il fallait être aussi aux normes. C'est-à-dire, il fallait être formel. Si on n'avait pas de NINEA et de registre de commerce, c'était pas possible de disposer de ces aides. Et ça a poussé justement beaucoup de femmes à être en règle pour que si jamais des situations de la sorte se posent, qu'elles puissent aussi, au même titre que les autres, bénéficier de ces aides. Qu'elles se forment et qu'elles se forment. Aujourd'hui, pareil, toutes les formations sont accessibles, gratuites, en ligne, payantes. On en a de tout. Il y a des MOOC,
Il y a des vidéos. Aujourd'hui, on doit avoir cette capacité de s'auto-former. Il y a des livres. Tout est à notre disposition. Donc, d'abord, qu'on se forme. Ensuite, il serait pertinent qu'aujourd'hui, nos chefs d'entreprise ici au Sénégal deviennent des incubateurs d'entreprise, des business angels, pour qu'elles puissent former, pour qu'elles puissent investir, même dans des petits projets, pas forcément avec des gros montants. Mais une femme, certaine peut avoir besoin juste de 50 000. D'autres, peut-être que c'est que 10 000, les besoins sont différents. Pour qu'on puisse pas forcément attendre que l'État fasse tout, mais que des chefs d'entreprise qui aujourd'hui peuvent croire à certains projets et investissent dans ces projets. Donc, moi, c'est en gros, c'est ce que je vois, et puis que aussi l'entraide entre femmes est primordiale. Donc, c'est pourquoi moi, mais c'est vrai que c'est très difficile dans l'état d'esprit sénégalais d'avoir ce sentiment d'entraide. On a toujours tendance à dire, ah, elle avance, ah non, faut pas qu'elle aille mieux que moi, je vais lui mettre un coup de pied. Voilà, des bâtons dans les roues. Et la chance, c'est que moi, justement, comme je suis issue de la France, j'ai pas cet état d'esprit. Et ça, on me le dit à chaque fois, on me dit, mais c'est fou comme tu es généreux. J'ai dit, je considère pas ça moi comme de la générosité. Je me dis, ça me coûte rien. Il y a des moments où je suis absente parce que je suis très occupée au boulot. Mais quand j'ai envie de donner, je donne, je poste, ça ne me coûte rien. C'est un partage de savoir et que je sais que ça aide. Et quand j'ai beaucoup de retours au niveau de mes conversations Messenger et tout ça, je me rends compte que beaucoup de gens me suivent et n'arrêtent pas de me remercier pour tout ce que je donne et que je considère normal et légitime. À l'État, ce que je demanderais, c'est qu'il s'approche beaucoup plus de la population. S'il le faut, qu'il crée des mini-agences. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui le ministère de la Femme, on a le ministère de la Formation professionnelle, on a le ministère de la Jeunesse. Et ces trois entités, à elles peuvent créer une agence qu'on aurait dans chaque quartier et qui serait comme un bureau où une personne pourrait avoir toutes les informations dont elle a besoin. Vous voyez? Ce serait le premier tri et ce serait beaucoup plus accessible par rapport à la population. Il s'agit de prendre une villa, de mettre une personne, voilà, quelque chose qui soit plus au niveau du terrain. Même dans les villages ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des femmes qui sont transformatrices de projets, d'aliments. Elles ont besoin d'être accompagnées. Mais il faut être au cœur du village. Il faut être sur place. On peut pas être dans son bureau climatisé et vouloir aider une femme qui se trouve, et juste partir en mission, en coup de vent, et dire, bon, il faut que je l'aide, mais sachant que sa mission, elle dure qu'une semaine, c'est pas possible. Qu'il crée des agences carrément dans chaque localité. Ce serait des bureaux, entrepreneuriat, je ne sais pas, formation entrepreneuriat, et il y aurait des personnes, un conseiller à la jeunesse, un conseiller, et qui recevrait comme au cas par cas. Et là, le problème serait, on traiterait au cas par cas, il y aurait des suivis et des accompagnements, c'est qu'en France, on a Pôle emploi.